Les premiers fraisiers Mont Everest que j'ai rempotés depuis l'épisode 2 commencent à bien se développer. Ils seront bientôt prêts à être plantés. Il va donc falloir leur préparer un support solide pour les palisser, puisque c'est une variété qui se prête bien à cette méthode. Donc nous sommes allés préparer la clôture qui va servir à palisser les fraisiers. C'est pour ça qu'on a commencé par préparer des pavés, dans lesquels on avait creusé une encoche. Cela permettra de caler efficacement la base des piquets de la clôture des fraisiers. Une fois les pavés positionnés dans la terre, en face des piquets de la clôture voisine, on a pu poser des piquets inclinés à environ 60 degrés pour faciliter le palissage des fraisiers. On a ensuite lié les deux piquets ensemble avec du fil de fer pour améliorer leur stabilité. Puis on a tendu des fils métalliques horizontaux à hauteur régulière sur toute la longueur de la clôture. Certains piquets inclinés avaient déjà des trous de prévus, pour d'autres on a dû en repercer. J'ai ensuite pu commencer à poser le grillage. J'ai d'abord solidement fixé le grillage sur le premier piquet de gauche, puis je l'ai déroulé petit à petit jusqu'au piquet suivant. En accrochant le grillage aux fils horizontaux avec du fil de fer. Et j'ai répété l'opération sur environ 5 mètres jusqu'à la fin du rouleau. La structure est maintenant en place, prête à recevoir les fraisiers dès qu'il sera temps de les planter. Une fois la clôture terminée, j'ai voulu comme tous les jours aller faire un petit tour au verger, histoire de vérifier que tout allait bien. Mais en arrivant, surprise, je tombe sur une véritable armée de machines. Des pelleteuses, des engins, partout. Et là je comprends. Autour de chez moi, ils sont en train de réinstaller de nouvelles éoliennes. Et pour ça, il faut faire passer de nouveaux câbles. Et devinez quoi? Ils passent pile devant ma propriété. Résultat, un accès bloqué pendant plusieurs jours. Et pour ceux qui se demandent qu'on a dû être prévenus à l'avance, non, on l'a su au moment exact où ils nous ont bloqué le chemin avec leurs 18 pelleteuses. Alors oui, je comprends, faut bien faire semblant de sauver la planète. Mais entre les fondations d'environ 15 à 25 mètres de diamètre sur une profondeur de 2 à 4 mètres de profondeur pour des éoliennes de taille standard, plus le béton pour remplir la fondation d'environ 450 mètres cubes, soit environ 55 à 65 camions toupies, l'impact sur la faune avec d'après les dernières études entre 5 et 20 oiseaux tués par an et par éolienne, et avec comme toujours un peu d'argent du contribuable. Parfois on se demande vraiment qui profite du vent et de l'argent dépensé. Bref, ironie mise à part, j'espère juste qu'en mon absence forcée, rien de grave n'est arrivé au verger. Je croise les doigts. Après plusieurs jours bloqués à cause des travaux, j'ai enfin pu accéder à mon terrain, en passant comme je le pouvais malgré les barrières. Et je commence bien sûr par faire le tour de mon verger. Et la floraison va continuer comme sur notre gros cerisier avec ses flochers de fleurs. On dirait vraiment un arbre à coton. Et le gros poirier est lui aussi couvert de fleurs. Et ce qui est même plus incroyable, c'est notre jeune poirier planté en 2023 qui a enfin décidé de faire quelque chose après une année à ne rien faire. Et ces fleurs ont l'air d'être particulièrement appréciées par les abeilles. Même les amélanchiers qui eux aussi n'ont rien fait depuis leur plantation ont décidé de commencer à fleurir. Et les lilas vont eux aussi bientôt fleurir, ce qui voudrait dire d'après le dicton, lorsque les lilas sont en fleurs, il est temps de planter les pommes de terre. Mais chez moi il est préférable de les planter quand même un peu plus tard vu que le climat est quand même plus froid que dans le reste de la France. Et pendant que je regardais le lilas, j'ai aperçu que la cabane à oiseaux n'était plus sur l'arbre. Elle a dû tomber pendant que le chemin était bloqué par les travaux. Je ne sais pas si c'est la corde qui a rompu ou le nœud a simplement glissé, mais une chose est sûre, la cabane était cassée. Le toit était tombé, les charnières s'en sont arrachées, et l'intérieur montrait clairement qu'elle avait été habitée. De la mousse, des plumes et même un petit trou qui aurait pu servir à la ponte. Mais heureusement, les deux autres cabanes sont toujours bien accrochées. Malgré tout ça, j'ai décidé de ne pas abandonner et je l'ai ramené chez moi. Et comme j'étais à pied, j'ai utilisé la corde qui avait servi à accrocher la cabane à l'arbre, comme si la cabane était un sac. Et étonnamment, la corde a tenu 4 km sans casser. Ça m'a laissé perplexe. Peut-être que ce n'était pas la corde qui avait rompu, mais simplement le nœud qui n'avait pas tenu.
ou alors la corde a été coupée par un animal, c'est difficile à dire. Quoi qu'il en soit, lorsque je suis arrivé chez moi, j'ai remplacé les vis du toit par des vis plus longues pour que ce soit plus solide. Et j'ai décidé d'ajouter une sécurité anti-chute sur toutes mes cabanes à oiseaux avec des sangles à griffes. Mais je n'en avais pas, j'en ai donc commandé en ligne. Et en attendant la livraison, j'ai préparé un appât pour piège à frelons asiatiques. Voici ma recette maison. Pour 25 centilitres de bière, je mets 15 centilitres de sirop. Ici, c'est du sirop fait maison. La bière, c'est pour l'odeur fermentée qui attire le frelon, mais pas les abeilles. Le sirop, c'est une source de sucre très recherchée par les frelons au printemps et à l'automne. Et l'ensemble fait généralement un appât assez efficace et sélectif. Les sangles sont enfin arrivées. Alors je suis retourné sur place pour remettre la cabane. Pendant qu'on l'installait, on a trouvé un morceau de corde qui est resté accroché après l'arbre, ce qui laisse penser que la corde n'a pas glissé. Elle a peut-être tout simplement rompu ou été coupée, peut-être par un animal. Impossible à dire, on ne le saura sûrement jamais. Du coup, j'ai fixé une sangle à griffe sur cette cabane et j'en ai profité pour en mettre aussi sur les deux autres. J'espère qu'avec les sangles, les cabanes ne tomberont plus. Maintenant, place au piège à frelons asiatiques que j'avais fabriqué moi-même l'an dernier. Pour les petits pièges à un seul cône, on les a suspendus à des branches grâce à de la corde, et pour le plus gros avec deux cônes d'entrée, on l'a fixé sur le tronc d'un mirabellier. Ils sont conçus avec des cônes d'entrée percés à 7 mm, pile la taille du frelon asiatique. Les autres insectes plus gros ne peuvent pas rentrer alors que ceux plus petits peuvent ressortir, ce qui permet de sélectionner uniquement l'espèce souhaitée. Dans notre cas, les frelons asiatiques. À l'intérieur du piège, il y a une séparation entre la zone d'entrée, là où les frelons pénètrent dans la boîte grâce au cône, et là où se trouve l'appât, pour éviter que les frelons ne boivent l'appât. La zone d'appât est isolée par une trappe dans laquelle j'ai placé une petite coupelle. C'est là que je verse mon mélange maison de bière et de sirop. Maintenant que les pièges sont placés, il ne reste plus qu'à attendre et espérer pouvoir piéger quelques reines fondatrices. Et pour les certaines personnes qui vont me dire que tuer des insectes c'est mal, mais piéger les frelons asiatiques c'est très important, car l'espèce n'est pas originaire d'Europe, elle n'a que très peu de prédateurs en Europe, de plus ils attaquent les abeilles, perturbent les écosystèmes, mettent en danger la pollinisation, et qui dit moins d'abeilles dit moins de fruits, moins de légumes, et des pertes pour les agriculteurs. Ils peuvent aussi devenir très dangereux pour l'homme, surtout près des nids, avec des attaques mortelles déjà recensées. Le piégeage permet de capturer toutes les nouvelles reines au printemps et d'éviter qu'elles ne créent de nouvelles colonies dans le futur. Et j'ai décidé d'aller vous montrer un peu la progression des plantes en allant faire le tour de mes semis. Les nouveaux centaures bleuets commencent à pousser, les œillets d'Inde qui ne lèvent toujours pas, j'ai donc ressemé deux nouvelles variétés. La consoude sort doucement, les tournesols sont de plus en plus grands, la lavande que j'avais plantée dans l'épisode 2, mais qui bizarrement ressemble à des pieds de tomates, ce qui est très étrange. Peut-être que les graines de lavande voulaient s'identifier comme des pieds de tomates, je ne sais pas, mais je vais devoir y réfléchir et trouver pourquoi. Les roses trémières, l'amarante rouge et le maïs ont eux aussi bien grandi. Le réfort qui lui a décidé d'exploser par rapport à l'épisode 3, et les patates douces font de nouvelles feuilles petit à petit. Les semis de graines de l'épisode 3, comme le souci, le myosotis, la bourrache, la pimprenelle ont commencé à sortir. Pareil pour la facéline et la pimprenelle qui elles aussi font leur sortie. Et les patates qui ont elles carrément décidé de faire des feuilles, je suis extrêmement surpris, même si je ne sais pas si elles vont donner des patates quand je les planterai. Et les fraisiers qui commencent à fleurir, donc je vais aller les planter sur la clôture installée en début d'épisode. Alors c'est parti, j'ai pris du compost frais, une pelle et 10 fraisiers sur les 11 que j'avais rempotés. Puis j'ai creusé des trous d'environ 25 à 30 cm de profondeur tous les 50 cm. J'ai ajouté un peu de compost dans le fond que j'ai mélangé à la terre. J'ai installé les fraisiers un par un. Et j'ai terminé par un bon arrosage pour bien lancer leur reprise.
Nous sommes mi-mars, et les gelées sont encore fréquentes. Avec tous les arbres fruitiers en fleurs, j'espère que le retour du froid dans les prochains jours ne fera pas trop de dégâts. C'est toujours un peu stressant cette période de l'année. Mais bon, on fait avec, et on croise les doigts.